Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno, c'est Espace Expression sur Radio. 10h à Conakry, vous nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission. Merci d'être restés. Merci à ceux qui viennent de nous prendre en marche. On parle projet tout à l'heure, gestion de l'aide publique au développement. Au Conseil des ministres du jeudi 22 juillet, le président de la République a regretté le faible taux d'absorption des financements extérieurs mis à la disposition de la Guinée. Les ministres sont invités à une évaluation rigoureuse du niveau d'exécution des projets en cours, mais aussi de l'état de préparation des projets en perspective. Il est annoncé la création d'une cellule technique qui sera logée à la présidence. Le président Alpha Condé pourra ainsi personnellement veiller sur l'exécution des projets de développement sur financement extérieur. Il faut alors dire que la situation inquiète énormément. Des accords de financement pour une vingtaine de projets et programmes attendent toujours d'être décaissés. Quid du niveau d'avancement des projets en cours de réalisation? Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce faible taux de décaissement? Là, faute aux unités de gestion de projet ou à l'administration publique, nous essayons de comprendre ce matin. Et comme invité, nous avons Dr Diao Baldé. Il est consultant, agent de développement et président du parti Union pour la Guinée Nouvelle. Il répondra à toutes nos questions et avec lui, on comprendra un peu l'organisation autour de tous ces projets pour l'aide au développement. Mais d'abord, nous partons avec vos réactions. Et à cette première réaction de Salim Soiré qui dit ceci: le concert virtuel doit être sponsorisé hors chez nous. Les sociétés ne sponsorisent pas. Et d'ailleurs, le faire pour quel public? Le public n'achète pas sur le net, sinon même les médias peuvent acheter ces concerts virtuels et diffuser. Vous avez également quelques réactions sur Twitter avec le hashtag EspaceX et nous avons la réaction pour commencer de Youssef Kaba qui dit ceci: cette prorogation de l'état d'urgence sanitaire est de trop. Son effet ne se fait nullement sentir sur le terrain. Les mesures barrières ont sauté et le pouvoir fait tranquillement ses rassemblements. Le couvre-feu n'empêche pas les sorties nocturnes à Conakry. Il y a Saliou Beka Diallo qui dit bonjour. MAF et toute l'équipe du jour parle de cette prorogation de 3 mois du couvre-feu. Moi, je pense que c'est juste une manière de s'en débarrasser de ces fameux décrets sur Covid-19 chaque fin de mois. Là, au moins, le président va se reposer pendant ce temps. Il y a Ibrahim Ossori Kouyaté qui écrit ceci: ça sert à quoi de proroger l'état d'urgence sanitaire si les mesures édictées ne sont pas respectées? La distanciation sociale est inexistante. Dans la circulation, il y a très peu, voire pas de masque du tout. L'État doit repenser sa stratégie de lutte contre Covid-19. Et puis on termine avec Keita Mamadi, Dr K, qui écrit ceci: tant qu'il y a un risque de contamination massive, le mieux serait de prolonger. Comment voulez-vous qu'on annule l'état d'urgence alors que des gens sont en train de polémiquer sur les vaccins? On ne respecte pas les mesures barrières et on ne se vaccine pas. C'est compliqué, dit-il. C'était donc la toute dernière réaction. N'oubliez pas, chers auditeurs, vous aurez la possibilité de réagir vers la fin de cette émission et on s'intéresse justement à cette prorogation de l'état d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera au 620 28 69 69 ou au 620 28 65 65. Dans ce studio avec nous, nous avons notre invité, Dr Diao Baldé. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci bien. Alors déjà pour commencer, on parle de projets d'aide au développement. Comment expliquer aux Guinéens qui écoutent à l'instant, simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on parle de projet, généralement on parle de satisfaction d'un besoin. C'est que le besoin il est là. Et d'un projet, c'est répondre à un objectif ou des objectifs. D'accord. Et pour ça, il faut développer des activités. Ok. Et quand on prend des activités dans un espace donné, dans un temps requis, avec des ressources financières, humaines et matérielles. D'accord. Et que dire du concept d'aide au développement, d'aide publique au développement? Bon, d'aide publique au développement, c'est en fait tout ce qui est comme apport ou appui qui rentre dans le cadre du développement économique et social d'un pays. Je pense extrêmement important pour un pays d'avoir de l'aide, c'est vraiment pour les pays pauvres dans la Guinée. Caps. Alors, ma question pour vous, M. Diao, on dit que la Guinée a un faible taux d'absorption des financements extérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire?
un faible taux d'absorption des ressources, on vous affecte des ressources pour exécuter des activités. Comme j'ai dit, un projet, c'est dans un temps. On dit qu'on vous affecte par exemple $1 million pour réaliser des activités pour 5 ans. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, vous êtes à 100 millions ou 200 000 au lieu de 5 millions. Donc vous êtes à 10%, 20% du taux d'exécution de ce projet. C'est-à-dire que les activités ne se réalisent pas. Si on prend le cas actuellement de la Guinée, si on prend tout ce qui est apport de contribution, nous sommes à près de 6 milliards et quelques de dollars. Le taux de décaissement global aujourd'hui, il est de 24%. C'est extrêmement faible comparé à la sous-région, à la moindre de la sous-région. Et aussi, c'est extrêmement bas pour essayer d'amorcer le développement. En termes clairs, Maf, je vais poser cette question. En termes clairs, pour nous, les citoyens lambda qui écoutons, c'est qu'on a de l'argent qu'on nous passe, qu'on nous donne, mais on ne sait pas comment utiliser. Ou qu'on nous annonce. Est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on a de l'argent, on dit on a des projets, on nous donne de l'argent, mais on n'arrive pas à utiliser cet argent dans des projets. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Exactement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait aussi, même l'argent qu'on nous affecte, vous avez un besoin par exemple énorme, de 10 milliards, 20 milliards. Mais on ne peut que vous donner que, éventuellement, théoriquement, que 6 milliards. C'est déjà faible. C'est-à-dire l'allocation des ressources affectées au pays est très faible comparé dans des pays de la sous-région. Mais ça aussi, il y a une conséquence de ça. Ça découle de quelque chose. C'est lié justement au faible taux d'exécution des projets. Et ce faible taux est lié à plusieurs facteurs. Peut-être qu'on peut... D'accord, justement. Alors, il y a quand même ce rapport un peu de émergence qui quand même estime que de 2014 à nos jours, il y a quand même tel que la BAD, la BADEA, le FIDA, Exim Bank End, le Fonds africain de développement, ces conventions totalisent un montant de 645 millions de dollars que l'État peine à obtenir. Comment expliquer un peu cela? Est-ce que ce sont les projets qu'on a du mal à monter ou bien ce sont les cabinets qui sont très chers? Quels sont les facteurs qui expliquent cette situation? Vous savez, le problème majeur que nous avons ici en Guinée, d'abord, c'est la faiblesse des études de faisabilité. Pour avoir des financements, il faut réaliser des études de faisabilité. Malheureusement, nous n'en disposons pas. Si vous vous souvenez du PNDS, quand il a été élaboré, il y avait plus de 600 et quelques projets, des idées de projets. Dans ça, il n'y avait même pas 10% de ces initiatives ou de fiches de projets qui avaient en fait atteint la phase de maturité. Et quand un projet ou une étude n'est pas en phase de maturité, c'est difficile d'avoir un financement. Ça, c'est déjà un problème. Maintenant, quand on prépare le projet, c'est-à-dire dans la préparation même du projet, on a des faiblesses. C'est quoi? C'est que l'équipe de préparation du projet, très souvent, n'ont pas la compréhension parfaite du cycle d'un projet. C'est-à-dire au niveau de l'évaluation. On a des rapports d'évaluation qui sont relativement faibles. Et il y a des techniques ou des moyens pour rattraper cela dans le cycle du projet ou dans le cycle de préparation du projet. Parce que dans le rapport d'évaluation, vous définissez l'étendue de toutes les activités, comment ça sera mis en place, et à quel coût, etc. Mais il se fait que des fois, les gens que vous avez commis pour accompagner ces experts, parce que généralement c'est des périodes très courtes, donc ils n'ont pas tellement d'expertise, ils n'ont pas tous les éléments. Quand on vous dit par exemple 1 kilomètre de piste de standard B ou C, on vous dit par exemple $10,000, c'est que les gens ne connaissent pas. Donc les coûts là sont évalués dans le rapport d'évaluation. Dès qu'on commence la mise en œuvre, on se rend compte. Mais pour corriger cela, c'est lors des négociations. Quand vous entamez les négociations avec les bailleurs de fonds, vous revenez sur le rapport d'évaluation des projets, tout le mode de passation des marchés, avec les seuils, etc. Malheureusement, là également, au niveau de la Guinée, c'est-à-dire les experts ou les personnes qui vont pour les négociations n'ont pas tout à fait les compétences. C'est très souvent des gens d'ailleurs qui n'ont pas toute la maîtrise des projets qui vont. C'est un ministre, c'est un secrétaire général, c'est un commis qui va, qui ne connaît même pas le contour du projet, qui vient pour les négociations, dit ah, j'ai négocié, j'ai signé, on a été un projet. Et dès qu'on se met à la mise en œuvre, on se rend compte que déjà il y a des problèmes. Et dans les conditions normales, quand vous lancez un projet, il est possible que de revenir sur la mise en œuvre du projet
qui que lors de la révision de la mi-parcours. Et la mi-parcours entend déjà la moitié du temps de l'exécution. Oui. Et déjà, vous n'êtes même pas à 10% du décaissement parce qu'il a été très mal évalué. Donc la Guinée a ce problème. Alors, donc, on sait quand même qu'il y a eu dans ce pays, parce que depuis l'arrivée du président Alpha Condé, quand vous faites la rétrospection un peu des comptes rendus du Conseil des ministres, les recommandations, les instructions qui reviennent le plus, c'est le renforcement des capacités d'absorption des aides. Mais aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'on peut se dire que la Guinée manque vraiment de compétences internes qui puissent quand même nous permettre de dresser des bons projets qui permettent de décaisser et que le travail se passe normalement pour avoir plus, ou derrière vous voyez cet autre démon de corruption? Non, je pense que peut-être j'aurais dû développer en fait les éléments. Il était sur ça. Je disais la faiblesse des études de faisabilité, la faiblesse dans la préparation du projet, la faiblesse, parce que quand vous préparez tout le projet, on le lance, il y a des conditionnalités, la mise en œuvre, il y a des aspects institutionnels qu'il faut là. Parce que le projet, il faut qu'il passe, qu'il soit ratifié. Dans le micro, s'il vous plaît. Oui, il faut que ce projet, l'avis juridique, il faut qu'il soit ratifié. Tout ça, ce sont des étapes. Et malheureusement, là aussi, nous accusons énormément de retard. Parce qu'on vous donne un temps. Très souvent, c'est 3 mois, 6 mois. La Guinée, nous allons des fois jusqu'à 12 mois, 18 mois. Pour je sais pas... pour les avis juridiques, pour les aspects institutionnels qui sont là. Mais comment comprendre cela? Non, c'est que déjà, pour ce qui est de la ratification, il faut que ça passe à l'Assemblée. Et tout ça, c'est lors des sessions. Donc on aurait dû trouver en fait des phases intermédiaires ou trouver une commission, c'était recommandé d'ailleurs par les institutions, pour qu'il y ait une commission effectivement dédiée pour rapidement analyser et faire voter. Et peut-être maintenant que la nouvelle Assemblée, c'est 8 mois disons sur l'année d'intercession, je pense que ça peut quand même répondre un peu à ce besoin, même si avec l'ancienne Assemblée, il y avait une commission qui existait, qui statuait en cas de vacances sur ces genres de questions. Donc nous accusons énormément de retard, parce que déjà les bailleurs de fonds nous donnent un temps. Vous avez aussi les conditionnalités du premier décaissement. Très souvent, les conditionnalités du premier décaissement, quand vous passez l'avis juridique et tout, le premier décaissement, très souvent, est conditionné à quelques éléments. Très souvent, c'est la mise en place des unités de gestion des projets. Et là, c'est un problème, c'est un casse-tête aujourd'hui. Oui. Parce que les gens, très souvent, ne respectent pas les procédures. On veut mettre ton parent, c'est l'élimination politique au lieu des et très souvent, donc, vous avez des ping-pong entre le gouvernement et l'institution parce qu'on veut imposer une personne qui n'est pas capable d'assumer cette fonction, qui est en dehors des procédures. Et justement, aujourd'hui, les institutions comme la Banque mondiale s'invitent même dans l'équipe, dans le recrutement de l'équipe dirigeante des unités de gestion. On sait que s'il y a une institution aujourd'hui qui a pris assez de dispositions, c'est la Banque mondiale. Parce qu'effectivement, ça affecte. Parce qu'eux-mêmes, ça affecte la vigueur du portefeuille. Ils sont évalués. Les tâches managers, tout autres qui sont à la mission résidente et ailleurs, ils sont évalués sur le taux d'exécution de ces projets. Donc, ils ont pris des dispositions. Ça fait 2 ans déjà, nous avions travaillé. Personnellement, j'avais eu même à présenter, si vous voulez, les faiblesses, qu'est-ce qu'il fallait à Sheraton avec la directrice des opérations de projet. Parce que la Banque mondiale avait recruté un consultant national avec lequel on avait travaillé et pour trouver en fait tout le goulot d'étranglement et comment les corriger. Donc pour revenir maintenant à ce personnel, ils ont exigé quand même l'avis de non-objection pour le recrutement de tout le personnel de ces projets. Et que ce personnel du projet ait des contrats de performance. Malheureusement, on n'a pas jusque maintenant appliqué systématiquement les contrats de performance avec les équipes qui dirigent les projets. Et c'est un facteur. Parce que vous êtes là pour un temps. Et si la personne n'est pas capable, ne comprend pas les procédures, c'est difficile de mettre en œuvre le projet. Est-ce qu'en lieu place de ce personnel-là, en lieu place de ce personnel, il y a quand même des pays qui ont une autre option, ce sont les cabinets indépendants. Alors, qu'est-ce que l'État fait? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les moyens de payer ces cabinets? Pourquoi on ne peut pas quand même aller vers cette autre stratégie?
Non, c'est qu'il n'y a pas un pays, à ma connaissance aujourd'hui, qui utilise des cabinets privés pour exécuter les projets. C'est-à-dire que dans la conception du projet, on fait recours à des cabinets d'expertise pour préparer les projets, notamment les études de faisabilité ou accompagner le gouvernement. Mais quand il s'agit de mettre en œuvre le projet, c'est généralement deux options. Soit vous passez par des unités de gestion des projets, on appelle, c'est-à-dire c'est du personnel recruté contractuellement, qui sont contractuels, qui sont payés conséquemment. Et là aussi, il y a des problèmes parce que très souvent, il y a l'interférence. Et ça va des ping-pong entre les institutions et le gouvernement. Et ça prend énormément de temps au niveau de ces ministères. Parce qu'on veut imposer des fois des gens qui n'ont pas la compétence. De l'autre côté, le mécanisme de mise, c'est que c'est les structures pérennes. Des fois, dans ces pays, comme c'est de l'administration, parce qu'on fait recours à des unités de gestion des projets, c'est quand l'administration n'est pas tout à fait performante pour la mise en œuvre. Oui, c'est pourquoi certains parlent d'anomalie. Oui, parce que dans certains pays aujourd'hui, donc on passe directement par les structures, les directions techniques. Mais en Guinée aussi, justement, il y a beaucoup de ministères qui passent par cette approche, mais là c'est un problème. Je pense au TP, je pense au ministère de en quoi c'est un problème? Non, parce qu'on met des cadres, c'est-à-dire qu'ils sont nommés. C'est des gens qui sont nommés par décret ou bien par des arrêtés, qui sont des chefs de division, qui sont directeurs. On dit que c'est eux qui doivent assurer la mise en œuvre et qu'ils n'aient pas la compétence. Alors, donc ça affecte. Et c'est moi j'ai quand même du mal. Monsieur Diaw, il y a cette dénonciation, ces mots que vous êtes en train de dépeindre là. C'est pas que cette année qu'on les connaît, on a déjà l'habitude de les avoir. Déjà, vous le disiez à Sheraton, vous avez présenté un rapport qui parle de ça. Ces aides publiques au développement, c'est depuis après les indépendances. Oui, mais vous savez, pour revenir à ta question. Vous me laisserez aller au bout. Alors, c'est le président, depuis lors de son premier mandat, il dénonçait les mêmes faits. Et aujourd'hui, pour lui, la solution, est-ce que vous pensez que la solution, tout comme lui, c'est de rattacher un service ou une commission à la présidence, tout comme auprès de lui, pour qu'il ait cette supervision par rapport à ce projet-là? Est-ce que vous pensez que c'est cela la solution comme il le voit, ou est-ce que vous envisagez une autre solution? Je pense que je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé cette décision, mais si c'était à moi, le conseil que j'aurais donné, c'est déplacer le problème. On déplace le problème. Il faut savoir qu'au niveau de ces institutions, ils ont envie d'avoir un interlocuteur technique, un ministère technique, une direction technique. Quand vous rattachez des trucs comme ça à la primature, à la présidence, c'est un peu difficile pour les bailleurs parce qu'ils n'ont qu'une seule porte d'entrée. Et là, logiquement, c'est le ministère du plan économique et la direction des investissements publics. Peut-être que le président veut que cette cellule soit une cellule de veille, de contrôle. C'est-à-dire pas de gestion, mais peut-être de contrôle pour savoir permanemment est-ce que les projets sont bien exécutés, est-ce que tout se passe bien. Vous pensez que c'est possible? Si c'est ça, c'est possible. Parce qu'en fait, si on fait l'analyse, j'ai parlé de l'étude de faisabilité, j'ai parlé de performance. Vous avez un autre élément qui est là, c'est la procédure administrative au niveau des passations des marchés. Un marché qui devait être passé dans 3 mois, vous l'avez pas de question de, de 12 mois. Et ça affecte. Vous avez également aussi la mobilisation de la contrepartie. Très souvent, ces financements-là sont conditionnés par des financements de la contrepartie, notamment au niveau des investissements, au niveau des travaux. Et là, le gouvernement arrive difficilement à le faire. Il y a une manière pour régler ce problème, certainement, avec cellules techniques, c'est mettre en place cette procédure d'engagement sans ordonnancement au préalable. C'est-à-dire qu'on dégage les montants de la contrepartie pour chaque projet. On l'affecte à l'unité de gestion du projet. Et à chaque paiement, il est procédé conformément aux procédures du bailleur. Parce que, en fonction de la catégorie, aussitôt, quand vous remplissez la fiche de DRF, vous avez cette technique. Donc, on dégage carrément le montant. Et deux autres aspects aussi. Il n'y a pas de risque à cela? Pardon? Il n'y a pas de risque à cela? Non, c'est-à-dire que c'est un problème de décaissement. Les fonds de l'extérieur sont gérés par les unités de gestion de projet. C'est-à-dire que c'est une facilité qu'on donne pour pouvoir financer. Mais si le montant n'est pas déjà dégagé, on dit non, attention, il n'y a pas de l'argent. La trésorerie, il n'y a pas de l'argent. Et qu'il faut payer la compte. Il y a eu des initiatives qui avaient été déjà engagées depuis très longtemps, même avec l'UECD, la mise en place du PL 480 à la Banque centrale, pour que les ressources soient dégagées. Mais ils se sont rendus compte après que ce montant, même après, il n'est pas disponible. Le fait qu'on ait les projets,
Parce qu'eux, ils demandent à ce que le compte soit ouvert dans des comptes, dans des banques primaires. Oui. Où on peut auditer. L'argent est dégagé. Et les procédures sont aussi simples, ils peuvent auditer. C'est pareil pour le BND, le budget national. Il est logé aussi au niveau de ces banques primaires. Et le décaissement se fait progressivement. C'est une des solutions. Maintenant, docteur, aujourd'hui, quand le président se plaint de ce manque d'absorption des financements extérieurs, est-ce que ce n'est pas par la même occasion la difficulté ou le manque qui existe dans les politiques publiques, que ce soit en matière de projet ou en matière de gouvernance publique? Non, oui. Avec la corruption? Non, la corruption, bon, je ne peux pas... Vous n'avez pas envie d'aller sur ce terrain? Voilà, parce que je parle, on peut aller dans des aspects techniques, comment le corriger. Donc, parce que si vous prenez aujourd'hui l'enveloppe globale, tout bailleur confondu, nous sommes à 6 milliards et quelques. 6 milliards 100 et quelques millions, pour être exactement. 6 milliards 150 et quelques millions. On a un taux de décaissement de 24%. Et ça affecte l'allocation. Parce que au niveau des bailleurs de fonds, très souvent vous avez des programmes de négociation que vous allez pour chaque trimestre. On vous dit, par exemple, on vous affecte 200 millions de dollars. Pour nous, pour quel volet le gouvernement décide, voilà ce que je veux. Et ça, c'est lié aux politiques publiques. En matière de santé, en matière d'éducation, en matière de route. On vous affecte 200 millions de dollars. Mais vous devez les décaisser pendant cette période. Vous ne délibérez pas à le décaisser pendant cette période. Qu'est-ce qui se passe? Après la révision, au lieu de vous donner 200 millions de dollars maintenant, vous n'avez pas la capacité, on vous donne 100 millions. Parce que les autres pays sont capables. Alors c'est ce qui fait ça affecte l'allocation des ressources pour le pays. Est-ce que ceci ne voudrait pas dire que nos politiques publiques élaborées chez nous ne sont pas à la hauteur de nos besoins sur le terrain? Non, c'est que les politiques publiques, on les aborde, c'est une politique. C'est donc les grandes orientations et tout ça. Qu'il faut transformer ces politiques maintenant en programme et en projet. C'est dans cette phase-là où il y a les études de faisabilité. Les études de faisabilité, il faut les avoir. Aujourd'hui, on doit mettre un accent particulier. Les services qui devaient le faire, c'est la CGP. La CGP avait les prérogatives de l'élaboration des études de faisabilité. Mais c'est encore... Voilà, c'est-à-dire, bon, on est dans un... On va essayer d'avoir, on a en ligne Dr Ousmane Kamara, il est économiste, nous allons aussi essayer de comprendre un peu avec lui. Bonjour Monsieur Kamara. Oui, bonjour monsieur. Diba. Alors monsieur Kamara, on parle ce matin d'abord de faibles taux d'absorption des financements extérieurs. Le chef de l'État a abordé la question à l'occasion du Conseil des ministres et il propose même sa solution à l'une cellule technique qui va être rattachée directement à Sectoria, qui est une structure de veille. D'abord, en tant qu'économiste, c'est comment expliquer ce faible taux d'absorption de l'extérieur pour un pays quand même en voie de développement comme la Guinée qui a quand même des besoins sur le terrain. Merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord rappeler que l'aide publique au développement se présente sur plusieurs formes. L'aide publique au développement peut être une simple annulation de dette. Ça peut se présenter sous forme de don. Et quand c'est le don, cela signifie que l'aide peut être fournie sous forme de projet ou de ressources financières directes. Bon, et en troisième lieu, l'aide publique au développement peut correspondre également aux prêts à taux préférentiel ou aux prêts concessionnels, c'est-à-dire octroyer des prêts à un taux inférieur à celui du marché. Voilà comment se présente de manière générale l'aide publique au développement. Les difficultés arrivent lorsqu'il s'agit, par exemple, des dons sous forme de projets de ressources financières directes. En ce moment-là, il est important de rappeler que pour décaisser correctement l'aide publique au développement, premièrement, nous avons besoin d'une expertise importante et avérée, pas justement de répondre au schéma présenté par le partenaire. C'est là où la Guinée a des difficultés, parce que je rappelle quand même que l'expertise au niveau du public reste très insuffisante. Là, il est
il est question de quoi? Il est question de connaître les procédures. Les procédures varient d'un partenaire à l'autre, qu'il s'agisse d'un partenaire multilatéral comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ou d'un partenaire bilatéral comme le pays industrialisé pris individuellement. Il est important de connaître la procédure. Monsieur Camara, justement, vous qui êtes économiste, oui, vous m'écoutez, vous m'entendez? Alors, vous qui êtes économiste, est-ce qu'on peut dire par moment que les mécanismes autour du décaissement ou bien de l'obtention des montants peuvent être en quelque sorte des raisons de ce faible taux d'absorption? Est-ce que ça peut avoir un lien? Effectivement, il y a un lien. Quand vous ne connaissez pas la méthode, c'est difficile. La procédure est un élément parmi tant d'autres. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'incompétence des cadres. Et là, je profite de l'occasion pour rappeler qu'en ce qui concerne le cas particulier de la Guinée, l'expertise dans ce genre d'exercice, on les retrouve le plus souvent au niveau du secteur privé. Et ce qu'on constate, malheureusement, c'est que les acteurs du secteur privé ne sont pas du tout associés à ces questions. Le secteur privé, je rappelle, est organisé autour des organisations patronales, des chambres comme la chambre des mines, la chambre d'agriculture, etc., etc. Et ces acteurs, malheureusement, ne sont pas associés, qui connaissent d'abord le terrain, les secteurs, mais aussi sur le plan de la capacité intellectuelle, on retrouve également des acteurs à ce niveau. Donc, ceci dit, je continue. L'autre difficulté, avant de continuer, monsieur Camara, vous insistez sur cet aspect, la capacité intellectuelle, le secteur privé n'est pas associé. Est-ce que vous ne trouvez pas trop réducteur les compétences de nos cadres qui n'évoluent pas dans le secteur privé? Quand même, ce sont les mêmes Guinéens qui sont et dans le secteur privé et dans le secteur public, qu'on veuille dire aujourd'hui que c'est seulement dans le secteur privé qu'on a des compétences capables de pouvoir nous sortir de là, et que dans le secteur public, il n'existe pas. Est-ce que c'est pas trop réducteur, ça? Non, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis l'expertise à ce niveau reste très insuffisante. Il n'y a pas suffisamment d'expertise au niveau du secteur public pour pouvoir justement conduire ces projets qui, quand même, je rappelle, obéissent à un certain nombre de connaissances intellectuelles. Mais avec, par exemple, le président Alpha Condé, on sait que beaucoup de ces cadres, autant des ministres, des directeurs, beaucoup quand même sont venus du secteur privé. Je dis bien, ces personnes, ces messieurs qui sont chargés de piloter ces projets, pour la plupart du temps, ce sont des gens qui souffrent d'une incompétence notoire. Cela est une réalité, et cela se voit au niveau du taux de décaissement, c'est clair. Et donc à ce niveau, tant qu'on a besoin, et je rappelle, d'associer certains acteurs du secteur privé, encore une fois. Monsieur Camara. Oui. Vas-y. Alors, la question que j'ai pour vous, est-ce qu'on peut seulement expliquer ces raisons de ce faible taux de décaissement des financements extérieurs par l'incompétence des cadres, comme vous le dites? Est-ce que les raisons ne s'expliquent pas ailleurs? Par exemple, avec la proposition du taux de remboursement. Je vous ai parlé des procédures. Chaque partenaire, justement, vient avec un schéma, avec une procédure bien claire. Si vous ne connaissez pas la procédure, il est clair que cela va constituer un handicap. Ça, c'est un. Mais aussi, naturellement, comme je l'ai dit, il arrive souvent que les dons qui sont faits ou les prêts qui sont proposés sont des dons qui sont soit surévalués, où les besoins ont été mal exprimés. Dans ces conditions, même si vous avez des cadres compétents, même si vous avez de l'expertise, il est évident que vous ne pourrez pas décaisser la totalité du don parce que les besoins ont été mal évalués. Ça aussi, c'est un handicap. Djiba, pour la dernière question. Deux questions rapidement. La première, c'est dans l'exécution maintenant. On a le financement. Maintenant, il faut exécuter le projet. Est-ce que vous ne pensez pas que cette question de corruption
pourrait aussi expliquer un peu l'échec de ces projets dans leur exécution, c'est-à-dire 10 millions de dollars pour une route, après on grignote. Est-ce que cela ne peut pas freiner l'élan? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est les conséquences de ce faible taux d'absorption. Quelles sont les conséquences pour la Guinée si nous avons des fonds disponibles et qu'on n'arrive pas quand même à les décaisser? À quoi peut-on s'attendre? Voilà, bien. D'abord, pour la première question, oui, la corruption est une des raisons, mais une raison dans une moindre mesure, bon, je ne dirais pas marginale, mais ça fait pratiquement des raisons qu'il faut invoquer. La deuxième question que vous avez posée, vous savez, l'aide publique au développement est considérée comme étant une réponse à un problème qui est donné. Ce n'est pas le problème. C'est l'insuffisance de création de richesses, donc de croissance économique. Il a été constaté que dans certains pays, notamment les pays en développement, que l'épargne était d'abord insuffisante, l'épargne nationale. Mais ensuite, les réserves de devises ne suffisaient pas aussi pour faire face aux besoins de création de richesses, donc de croissance économique. Donc quand on a un problème au niveau de l'aide publique au développement, naturellement l'impact se fait sentir sur la création de richesses. Et quand on ne crée pas beaucoup de richesses, quand on ne fait pas suffisamment de croissance, naturellement la conséquence, c'est la pauvreté. Voilà les conséquences immédiates. Merci à vous, Monsieur Kamara Ousmane, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste. Alors, Monsieur Dr Diao Baldé, dans ce studio, vous souhaitiez réagir à ce qu'il a dit? Oui, c'est-à-dire que c'est par rapport à l'implication du secteur privé. Moi, je pense qu'il faut différencier les choses. Le secteur privé ne peut s'impliquer dans cette approche-là qu'à travers éventuellement les PPP. Le partenariat public-privé. Sinon... Qui est quand même une réalité aujourd'hui dans notre pays. Bon, on souhaite effectivement les réformes publiques, politiques publiques et autres, aillent dans ce sens. Parce que dans beaucoup de pays aujourd'hui, c'est les PPP. Pour faire des routes, pour faire de l'électricité, en tout cas c'est les PPP. Avec des autorités d'autoroutes et tout ce qui s'ensuit, on mobilise des ressources dans le secteur privé pour financer le développement et l'État y gagne. Ce n'est pas le BND ou bien les fonds concessionnels, comme il en parle. Donc le secteur privé, il peut participer justement parce que c'est un appel d'offres très souvent que les bailleurs de fonds lancent. Donc il peut participer normalement à la sélection ou en tout cas à la mise en œuvre du projet. Ce qui est important, à mon avis, il y a l'expertise. Dans les autres pays, vous avez une base de données, de l'expertise nationale. Et dans certains pays, quand on a l'idée du projet, on a déjà ciblé le coordonnateur du projet. Oui. Il participe à la préparation du projet. Oui. Parce qu'il a l'expérience, c'est une équipe, ils ont de l'expérience, ils font une bonne évaluation du projet. De sorte que la mise en œuvre ne pose pas de problème parce que c'est toi-même qui as évalué le projet. Oui. Ici, ils n'ont jamais connu le processus de projet. On dit, attention, il y a un projet, on te parachute. Et il reste le projet. Et la conséquence de ça, au lieu d'exécuter le projet pendant 5 ans, vous l'exécutez pendant 8 ans. Vous n'êtes plus dans votre objectif. Parce qu'en définition de projet, vous avez l'espace et le temps. Et le temps, c'est la ressource la plus importante dans la planification et dans la gestion. Donc, vous revenez dans vos catégories pour réaliser des ponts, pour réaliser des infrastructures, vous le ramenez dans le fonctionnement, parce qu'il faut payer du carburant, il faut entretenir, donc vous n'êtes plus dans l'objectif. Et c'est ce qui se passe. Ce qu'on aurait dû faire en même temps, c'est qu'il y a des projets quand le portefeuille est vieux. Il faut restructurer le projet, assainir le portefeuille. Parce que quand vous n'assainissez pas le portefeuille... C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez un bailleur de fonds, il vous affecte des ressources pour 200 millions de dollars pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous n'arrivez pas à l'exécuter. Il y a des projets à l'intérieur qui sont défaillants, qui n'arrivent pas à décoller. Pour ces projets, vous les restructurez, c'est-à-dire vous revenez, même si vous annulez le prêt, vous les redéfinissez. Vous les redéfinissez, vous le remettez dans le portefeuille, parce qu'il est éliminé. Vous assainissez le portefeuille. Parce que tant que le portefeuille, il est lourd, ça affecte. Et ça affecte la location. Et vous restructurez le projet. Et logiquement, ça doit être fait. Et dans la pratique ancienne,
À chaque 3 mois, tous les bailleurs de fonds avaient une revue du portefeuille. Avec la direction, on faisait la revue du portefeuille. Chaque bailleur de fonds et chaque projet. D'accord. On vous réunit avec toutes les structures, vous dites quels sont les problèmes qui font que le projet n'avance pas. Si c'est des problèmes institutionnels ou administratifs, au niveau passation des marchés qui est lent, on dénonce, au truc comme ça, on essaie. Si c'est la mobilisation de la contrepartie, éventuellement, on essaie de le régler. Peut-être que c'est la contrepartie. Si la cellule technique là qui doit être mise en place. Voilà. C'est-à-dire qu'elle veille à ce que la revue du portefeuille soit systématique et qu'on remette là où ça doit être. C'est au niveau du ministère du Plan, c'est la Direction nationale des investissements. Chaque bailleur de fonds, avec les associés, la Banque mondiale a déjà pris beaucoup d'initiatives dans ce sens pour faire les revues. Parce que dans le cadre d'un des projets d'appui pour le fonds additionnel, il y avait même une enveloppe qu'on avait dégagée pour la revue du portefeuille, pour que les ministères organisent sous le couronnement ou sous une autre équipe qui doit veiller. Oui, veiller, c'est-à-dire qu'au niveau des ministères sectoriels avec le ministère du Plan, chaque trimestre, tous les bailleurs d'un projet BID, tous les projets BID, on les passe, les pingles. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça ne va pas? Si c'est l'équipe du projet, on prend des dispositions. Ils ont des contrats de performance, on ne les renouvelle pas. Mais jusque maintenant, on n'arrive pas à établir des contrats de performance. Dans le rapport, on avait dit même les indicateurs, sur quel élément évaluer les postes clés au niveau de ces projets pour que la sanction soit là, TP. Ailleurs, dans les autres pays, il y a même la fixation du taux de rémunération de ces partenaires du projet en fonction de l'importance du projet. Et le décret, il est pris en Conseil des ministres pour nomination de ces directeurs de projet. Il y a même une loi au Sénégal, au Burkina Faso par rapport à ça. Théophile, il y a donc tous ces problèmes qu'on est en train de poser. Le fait que maintenant, les conséquences de cela, c'est que l'aide, l'argent qu'on va demander peut être réduit. Le fait qu'on est en train de retarder sur ces projets. Tout ça est dû, vous nous expliquez donc, au fait que les projets dès l'entame sont foirés. Or, ceux qui sont chargés... Pas forcément foirés. Oui, parce que là, foirés, parce que ça va de la base. Il faut un travail, technique. Il y a des difficultés dès la base. Non, mais il faut, quand le travail technique n'est pas fait, le projet n'est pas bien monté. C'est fait, mais il y a des difficultés, il y a des problèmes. On va forcément assister à toutes ces décadences qui sont en train d'arriver. Il y a, je vous le mentionnez, le ministère du Plan et du Développement économique, justement, qui est en train, à l'instant, de se faire aider par le président qui prend tout en charge. Est-ce que vous pensez, moi, la question que je vous pose, on est en Guinée, vous êtes du domaine, vous savez, est-ce que vous pensez que l'équipe actuelle qui est là ne peut pas gérer parce que vu tout ce qu'on est en train de faire, ce faible taux d'absorption, est-ce que vous pensez, au vu de votre regard de notre système actuel par rapport au ministère du Plan, est-ce que vous pensez que l'équipe qui est là maintenant ne peut pas gérer? Et en même temps, est-ce qu'elle a besoin de l'aide? Est-ce qu'elle a besoin de l'aide d'une autre cellule ou il faut carrément trouver d'autres personnes qui pourront faire le travail? Parce que moi, personnellement, je reste convaincu que ça reste un problème de personnes. Non, vous savez, je l'ai dit à l'entame, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé cette décision, mais pour moi, c'est déplacer le problème. Si au niveau du ministère du Plan, il y a des problèmes, il faut les corriger là-bas. Oui, justement, il faut en fait renforcer en fait. Okay. Parce que quand même, il y a justement ces difficultés qu'il faut signaler. Renforcer, donner les prérogatives. Notamment donner tout le contenu à la direction nationale. Peut-être qu'il y a le contenu, mais peut-être est-ce qu'il ne faut pas quand même dénoncer ou bien décrire ce qu'on peut qualifier de lourdeur administrative, parce qu'il y a ces unités industrielles. Non, permettez que je pose ma question. Pas d'unité industrielle, mais d'unité de gestion des projets. Parce qu'on sait que pour chaque projet, il y a la part de l'unité de gestion, il y a la part de l'État. Par exemple, quand les unités de gestion font leur travail et que, par exemple, il revient à l'État maintenant de poser son acte pour qu'il y ait un résultat. La contrepartie de l'État, il y a une lourdeur au niveau, ne serait-ce que pour, je ne sais pas, la distribution ou bien la signature des documents et autres, l'engagement pour le recrutement, par exemple, quand on a certains projets où on forme des jeunes pour leur réinsertion. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un réel problème, même s'il y a des attributs, mais on a une équipe qui ne fait simplement pas son travail. Conflit de compétences aussi, parfois, c'est... Il faut un bon recrutement des unités de gestion des projets. Justement, donc des personnes qui maîtrisent parfaitement bien les procédures. Et ça existe. Voilà, ça existe. Ça existe en Guinée, il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont fait des projets, qui ont reçu énormément de formations
Il s'agit tout juste de les cibler, de les détecter et de les mettre là où il faut. Et ne pas mettre des militants, ou en tout cas un frère ou un cousin, tout juste à un poste, il sait qu'il ne peut pas. Parce que ça affecte. Deuxièmement, il y a des réformes, notamment en matière de passation de marché, où il y a des seuils, il faut déplafonner certains seuils au niveau des signatures. Il y a eu des initiatives dans ce sens, parce que ça va alléger. Il y a aussi, par rapport à tout ce qui est mise en vigueur, l'aspect institutionnel, qu'il faut mettre en fait des deadlines, des dates butoirs pour chaque phase, et qu'il y a une équipe de veille qui observe, qui voit effectivement tel projet a été engagé, et que le ministère sectoriel, parce que très souvent, l'exécution des projets se réalise au niveau des ministères sectoriels. Au niveau de ces ministères, il y a un suivi, parce que justement, le suivi et l'évaluation est très faible. Est-ce que cette cellule technique que le chef de l'État propose, justement, ne vient pas compenser cela, pallier ce problème? Pour lui, ça déplace. Et d'après ce que j'apprends, il y a des structures qui existent, lui, il pense que, mais qui sont pas, les hommes ne sont pas mis à leur place. Non, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison, parce que ça doit interpeller. Quand on voit l'état de nos routes, quand on voit les besoins de nos communautés, quand on voit les possibilités de financement qu'on peut, parce que le cadrage macroéconomique, il est bon. On a la capacité de s'endetter. On n'est pas capable de s'endetter. Et si on s'endette, on n'est pas capable de mettre en œuvre. Ça doit interpeller. Oui. Maintenant, est-ce qu'il faut le mettre à son niveau? Personnellement, je ne sais pas pourquoi cette décision, mais pour moi, c'est déplacer le problème. Vous pensez que cette solution peut porter? Non, je ne le conseille pas. C'est-à-dire que c'est là où, effectivement, les gens doivent travailler. C'est là qu'il faut qu'ils travaillent. En fait, il faut que l'administration fonctionne tout simplement à tous les niveaux. Les gens qui sont chargés de faire la gestion, de la coordination des processus. Il faut un système de suivi et évaluation efficace. Qu'il y ait des tableaux de bord qui ressortent au niveau de performance pour chaque bailleur de fonds, pour chaque projet, que ça sorte trimestriellement, connu au niveau du ministère, au ministère des sectoriels, éventuellement au niveau de la primature. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il ne faudrait pas qu'on déplace les problèmes. Alors est-ce que vous ne pensez pas, je reviens encore avec cette question de la contrepartie de l'État, souvent quand il y a des projets qui viennent, il y a un certain montant en termes de financement que l'État guinéen aussi doit mettre en œuvre dans l'exécution de certains projets. Est-ce que des fois, ce faible taux d'absorption des financements extérieurs ne peut pas également s'expliquer par ce fait-là? C'est ma première question. Ma seconde question aussi, c'est un petit peu au niveau de l'exécution des projets. Par exemple, il y a un projet qui est en train d'être mis en œuvre, on fait appel à un cabinet qui doit exécuter ce projet. Et quand ce cabinet vient, les thèmes de référence souvent qu'on lui donne, il se rend compte qu'il y a certains éléments là-dedans qui n'étaient pas véritablement nécessaires dans la mise en œuvre de ce projet-là. Est-ce que des fois, vous ne pensez pas également que ce taux, ce faible taux de décaissement peut également s'expliquer par cet autre facteur-là? Vous avez parfaitement raison. La contrepartie affecte le taux d'exécution des projets. Maintenant, quelle est la solution qu'il faut envisager? Moi, j'ai dit, c'est une procédure exceptionnelle qu'il faut mettre en place, à quelque niveau que ce soit. Deuxièmement, comme je vous ai dit, les gens sont confrontés à ces problèmes. Parce que si les thèmes de référence ne sont pas bien élaborés, on vous dit, vous devez faire tel retour, vous devez faire telle activité. Les thèmes de référence, et ça doit être fait par un consultant ou par un cabinet, individuel ou par un cabinet. Mais il faut des thèmes de référence qui répondent. Donc il faut la maîtrise pour l'élaboration de ces thèmes de référence. Si l'expertise n'est pas là, ça c'est les chargés du projet. L'unité de gestion des projets, ils ont un coordonnateur, très souvent, ils ont les thématiciens, s'il s'agit de pistes, s'il s'agit d'aménagement, s'il s'agit d'une thématique donnée, ils ont un responsable de passation des marchés qui est censé savoir toutes les procédures, le thème de référence, qu'est-ce qu'il faut, et tout, le nombre d'expertises qu'il faut. Parce que si pour réaliser l'activité, il faut 5 experts au niveau du cabinet, vous proposez 2 et que même les experts ne répondent même pas pour l'atteinte des objectifs, ça c'est la faiblesse, c'est la qualification du personnel de projet qui est fondamentale. Donc d'accord, ma question, c'est vrai que la Chine par exemple, on avait annoncé les 20 milliards de dollars et nous apprenons même que finalement les Chinois sont obligés de rentrer dans la danse eux-mêmes, se mettre dans la mise en œuvre de certains projets parce qu'il y a un problème quand même de planification. Et le Fonds monétaire international, on est dans un programme formel avec eux et ils sont attendus, je pense, en septembre. Est-ce que, vu le niveau d'exécution par rapport aux prêts et tout ça, est-ce qu'il peut avoir des conséquences par la suite? Non, comme je l'ai dit, le faible taux affecte toute la chaîne. On vous affecte 1 milliard.
Vous n'êtes pas capable, vous êtes capable de consommer que 100. On vous ramène à 100. C'est ce qui est dommage. Aujourd'hui, on a la capacité de s'endetter. Il ne faut pas avoir peur de s'endetter. Mais il faut être capable de pouvoir utiliser à bon escient, avec efficience, le montant. Et pour ça, il faudrait des règles, respecter les règles. Les règles commencent d'abord par la préparation de ce projet, avoir une expertise, créer une base de données des experts, toutes thématiques confondues. Il y en a. Dans tous les domaines, la Guinée a des expertises. On se vend à l'extérieur, il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas se prévaloir ici. Mais ça dépend. C'est la volonté. Mais si on met des gens, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est ma tante, ça ne marchera pas. De l'autre côté, c'est au niveau des réformes. Si on dit que la passion des marchés, il y a des structures qui sont définies. Il faut qu'on essaie de mettre en œuvre. Il y a une loi par rapport à ça. Et apparemment, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à la mettre. Maintenant, docteur, on n'a plus assez de temps. Pour des partenaires moins exigeants, comme la Chine, Djibal en parlait tout à l'heure, il y a ce mécanisme qu'ils ont mis où eux, ils financent et participent à l'exécution. Est-ce que ceci ne contribuerait pas à limiter l'évolution des compétences en interne? Non, ça c'est évident. Vous savez, en fait, ça dépend aussi de la nature de la coopération. Ça, très souvent, ça c'est dans le domaine de la coopération bilatérale. Ils exigent même c'est comme le Japon. Vous avez même le pont de Kaka et autres comme ça. C'est eux-mêmes qui s'immiscent dans l'exécution des projets dans les accords. Vous avez trouvé aussi d'autres bailleurs de fonds qui ont trouvé aussi une formule simple dans la mise. Ils font ce qu'on appelle le MOD, le maître d'ouvrage délégué. Par exemple, l'INOPS, le PNUD. C'est-à-dire que c'est leur pratique, comme c'est plus rapide, c'est plus exigeant, on contourne les procédures relativement longues pour la mise en œuvre. L'INOPS et beaucoup d'autres bailleurs de fonds, y compris le PNUD. Le PNUD, des fois, agit dans la mise en œuvre de projets comme mode, maître d'ouvrage délégué. Donc, mais ceci aujourd'hui ne contribuerait pas à limiter les opportunités d'évolution de compétences en interne? Non, je ne pense pas. C'est deux schémas qui peuvent se... Alors pour terminer la dernière question rapide, je vais revenir sur le cas Covid. On n'a malheureusement plus le temps. Voilà. En tout cas, merci Dr Diao Baldé d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission. Toutes nos excuses aux auditeurs. On n'a malheureusement pas pu leur donner la parole aujourd'hui. On le fera demain si tout va très bien. Merci à tous. Merci à l'équipe technique du jour, aux membres, aux chroniqueurs de cette émission, à l'équipe technique, Gadri ici dans ce studio, à ceux qui se retrouvent du côté de la télé. Portez-vous bien, on se retrouve demain. Passez une excellente journée. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace.